Résumer en quelques minutes le cheminement d'une réflexion politique qui a mis plusieurs années avant de parvenir à maturité n'est pas une chose facile. Je vais donc me borner à en citer les grandes lignes. La crise financière d'octobre 2008 a sans aucun doute été le catalyseur de ma conversion politique. Ayant une parfaite connaissance du sujet par mon métier, j'ai découvert brutalement, et au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, combien nos gouvernements démocratiquement élus étaient devenus des marionnettes livrées au bon vouloir d'une oligarchie financière dénuée de tout sens moral. À partir de cet événement considérable, mais mal compris par la population, je me suis pris à dénouer les fils de notre histoire récente, celle de la construction européenne, celle de l'euro, du libre-échange, de l'explosion de la dette publique, etc., etc. Et le château de cartes s'est effondré. J'ai alors acquis la conviction que le système que l'on qualifie habituellement de démocratique et libéral non seulement n'est pas ce qu'il prétend être, mais qu'il nous conduit droit dans le mur. Évidemment, cette question à elle seule mériterait de longs développements. En résumé, voici l'essentiel de ma pensée sur ce sujet. Ce que la crise financière a prouvé, c'est que le système néolibéral imaginé dans les années 80 est devenu une sorte de machine infernale qui a permis en période de vaches grasses, des vaches qui étaient dopées par une dette gigantesque, de siphonner les fruits d'une croissance artificielle au bénéfice d'une oligarchie et qui aujourd'hui, en période de vaches maigres, laisse la collectivité supporter seule le poids des pertes générées par cette même oligarchie. Je m'explique. La crise de 2008 n'a été que le retour de bâton sur les risques insensés que les banquiers ont pris les années précédentes et qui leur ont permis d'accumuler des profits hors normes. Confrontés à la faillite, la seule décision politique moralement juste et économiquement rationnelle aurait dû être la nationalisation des banques insolvables à leur valeur réelle, c'est-à-dire pour $1 symbolique. Mais à la place, les politiques ont préféré faire appel aux contribuables et sans leur demander aucune contrepartie. Cette décision politique, prise collectivement par les États-Unis et l'Europe, est le plus grand hold-up d'une oligarchie sur les populations de tous les temps. Après 30 années passées à parcourir le monde, des salons feutrés des banques d'affaires de Paris, de Londres, aux usines trépidantes en Chine, je suis donc arrivé à la conclusion que le système produit toujours plus d'inégalités et se renouvelle en sélectionnant ses élites sur des aptitudes contraires au bien commun. Je viens de l'évoquer, le néolibéralisme a entraîné l'hypertrophie de la sphère financière, avec tous les risques systémiques que cela comporte pour l'économie réelle. Mais elle a poussé aussi à la spoliation systématique de l'actionnaire par des managers irresponsables. Et l'actionnaire, c'est qui? C'est le petit épargnant, c'est nous. Et enfin, il a conduit à l'exploitation anarchique de ressources naturelles. Pour ceux et celles qui voudraient approfondir la question, je les invite à se pencher sur le plan de sauvetage des banques et sur le plan de sauvetage de la Grèce. Sur le lien entre le chômage, les délocalisations sauvages et les transferts de technologie. Sur le lien entre la croissance affolante des prix de l'immobilier, la baisse des taux d'intérêt et l'explosion des rémunérations des dirigeants d'entreprises et des banquiers. Sur les parachutes dorés offerts aux décideurs dont le seul exploit absolument indiscutable est la destruction de millions d'emplois. Sur l'évolution incontrôlée de la dette publique. Sur la fuite des capitaux vers les paradis fiscaux. Sur la déforestation sauvage et l'exploitation suicidaire des sols résultant d'une course effrénée au rendement. Sur l'immigration clandestine et le travail au noir. Sur le financement de la vie politique et la politisation croissante de la justice.
sur la dépendance financière des médias vis-à-vis des grands groupes privés, sur la paupérisation des classes moyennes, sur l'abandon de pans entiers du territoire national par les services publics, etc., etc. Enfin, et c'est bien plus grave encore que ces dysfonctionnements et les inégalités qu'ils génèrent, j'observe aussi que le système libéral, qui comme chacun sait entièrement fondé sur la maximisation du profit ad aeternam, ne peut plus désormais fonctionner que par la stimulation artificielle du besoin de consommer, avec deux conséquences funestes. D'une part, l'aliénation de l'individu, par la publicité, par les réseaux sociaux et par l'endettement. Et d'autre part, la destruction totale de notre écosystème. Vous allez me dire, quel rapport avec Marine Le Pen? J'en conviens. Marine Le Pen n'apporte aucune réponse à ces questions. Mais au moins en abordant la politique sous l'angle systémique, elle prend le problème par le bon bout. Avec l'échec du système communiste, et avant le désastre que je crois inévitable du néolibéralisme défendu aveuglément par tous les partis politiques de gouvernement, il faut au plus vite songer à un changement radical de notre société. La gouvernance mondiale économique a été un fiasco total. Mais la gouvernance mondiale politique sera l'Armageddon de notre civilisation. En partant de ce constat, Marine Le Pen fait le bon diagnostic. Il faut abandonner le mythe des grands États mastodontes. Il faut abandonner le mythe stupide, selon lequel, plus on est grand, plus on est fort. Il faut au contraire se recentrer sur l'individu. La force d'un État ne tient pas à sa taille, mais à son unité. L'Union soviétique en est l'exemple le plus évocateur. Bien sûr, le principe de la propriété privée ne doit pas être mis en cause. Mais il doit être davantage limité par le souci de l'intérêt collectif. Mon choix électoral est limpide. Même si tout reste à faire, seule Marine Le Pen propose un programme qui est déjà compatible avec ce nouveau système.